Vous voulez bien ouvrir cette assemblée. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal en ce 3 février 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes tous et toutes présents. À distance, nous avons un problème de caméra là, pour la conseillère Diane Boivin, mais elle est toute là. Donc, vous pourrez l'entendre. J'en profite aussi pour les gens en Zoom d'utiliser la, la vue en galerie pour avoir davantage, une meilleure vue. Alors, ce soir, comme à l'habitude, nous avons deux séances, deux périodes de questions. La première, qui est plus générale sur des préoccupations et des enjeux plus généraux qui vous concernent, et la dernière période qui concerne les décisions qui ont été prises ce soir. Alors, en termes de suivi et de nouvelles, peut-être que je souhaitais porter à votre attention de l'information suite à la dernière séance concernant les assurances, les primes d'assurance incendie et la cote incendie qui est utilisée par les compagnies d'assurance. Euh, on a donc, la municipalité a contacté l'organisme qui est responsable de déterminer les cotes incendie de chaque municipalité au Québec et au Canada. Alors, ça s'appelle le service d'inspection des assureurs incendies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils admettent donc que le critère d'une caserne à moins de 8 kilomètres est pas adéquat, ne devrait vraiment pas être maintenu dans les circonstances de la vie moderne d'aujourd'hui. Alors, ben, puis ce qui est encourageant, c'est que cette année, en 2025, donc dans leurs priorités, de leurs deux priorités, c'est de vraiment de travailler là-dessus pour amener une proposition à toutes les compagnies d'assurance pour, euh, pour établir une méthode de reconnaissance des risques. Parce que dans le fond, on parle de risques. Les compagnies d'assurance pensent que d'avoir une caserne, peu importe comment elle est équipée et tout, peut être diminuer les risques si elle est à 8 km. La réalité aujourd'hui est tout autre dans bien des municipalités avec les mises en commun des services. Alors, donc, en fait, donc, il y a un travail qui s'en vient là-dessus. Alors, c'est clair que de notre côté, puis on parlait avec le directeur du service incendie, il va y avoir un suivi auprès de cette instance-là, en fait, pour ce dossier-là. Donc, à court terme, il n'y a pas de changement, mais c'est clair que cette démarche-là est soutenue par, ce qui est rassurant, c'est qu'elle est soutenue par beaucoup d'instances qui sont en lien avec les services incendies. Et donc, pas juste pour les citoyens d'Offord, mais pour l'ensemble du Québec ou du Canada, les gens qui sont dans cette situation-là vont pouvoir voir la cote, donc nos cotes municipales vont pouvoir rebaisser et donc avoir un impact à la baisse sur les primes. Alors, c'est pas de changement pour le moment, mais quand même, on trouvait ça notamment intéressant et on va s'assurer de faire un suivi à cet effet. D'autre part, la semaine dernière, la municipalité informait la population des travaux de construction du sentier polyvalent. Alors, ce sentier polyvalent de près de 1 kilomètre qui entre le chemin de la montagne dans le périmètre urbain et le parc national du Mont-Offord. Donc, un projet donc, qui s'est entamé la semaine dernière et qui va s'étendre jusqu'au 20 juin parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une 4 à 6 semaines là, de période de dégel où les travaux sont suspendus. Alors, donc, c'est un segment de la route verte qui était prévu depuis plusieurs années, donc qui est entamé. Un projet de 1 75 000 et dont 830 000 en subvention. Donc, c'est un projet qui est en cours et nous sommes très heureux de voir cette mise en chantier de ce sentier. Ça fait le tour pour le moment. Donc, je passerai à l'ordre du jour avec une proposition. De ce côté. De ce côté. De ce côté. Monsieur Brisson. Bonsoir, Monsieur Alors, Brisson. pour l'ordre du jour, je propose d'approuver l'ordre du jour qui est prévu et affiché à l'écran. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser la parole à Mme Boivin pour la suite. Je propose d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2025. Merci. Alors, des dépôts de documents, Mme la greffière, vous voulez nous en faire lecture, s'il vous plaît? En fait, il y a la situation budgétaire cumulative au 31 janvier 2025,
la liste des comptes à payer en date du 31 janvier 2025, les dépenses des fonctionnaires ou employés conformément au règlement numéro 947 de janvier 2025 et le rapport annuel 2024, application du règlement 966 sur la gestion contractuelle. Merci beaucoup. Alors, passons au prochain point avec Mme Javelin, s'il vous plaît. Hey, oui, merci. Un petit test. Alors oui, donc en personne d'abord et en ligne par la suite. Alors, je vous invite, comme vous n'êtes pas plusieurs, donc je vous invite à venir présenter et nommer votre sujet. Bonsoir, André Berriot. Bonsoir, Toujours le même sujet qui me oui. préoccupe, là. Pour la construction du projet de M. Belleval. Vers la fin de la semaine, là, il y a quelqu'un qui est venu baliser nos terrains, là. Est-ce que c'est la ville ou le promoteur qui fait ça? OK. Puis la deuxième question, est-ce que vous avez eu des dessins, des plans, quelque chose? Est-ce que ça. Il y a Est-ce quelque que ça chose. bouge? Ben, Oui. en fait, on a. Oui, mais en fait, on est en pourparlers, là. C'est bien certain qu'il y a quand même. Comment dire. On n'a pas de choses plus précises, mais ce qu'on sait, c'est quand même M. Belleval est intéressé à réaliser le projet. Mhm. Au plan des travaux, au plan il y a des propositions peut-être déjà d'un peu de modification, mais pour le moment, dans le fond, on est plus en échange. On en a discuté avec le conseil, mais on tient le cap sur le PCC-moi, n'est-ce pas? OK. Oui, c'est ça. C'est adopté, donc on est au clair avec ça. OK. Alors, donc, ce qu'on retrouve sur excusez, ce qu'on retrouve sur les dessins du PPC-moi, ça devrait rester quand même. Assurément, s'il y a des changements, on va vous en informer. C'est dans le sens que c'est pas. Il y a quand même. Le PCC-moi fait office Ouais. de règlement, quand même, est en vigueur. OK. Donc, on tient la route là-dessus. OK. Puis, de toute façon, vous êtes concerné directement, le voisinage. C'est clair que vous êtes toujours au rendez-vous lorsqu'il va y avoir des débuts des travaux, il y a une demande de permis. Donc, il n'y a pas vraiment de nouveau OK. à ce sujet-là. On va attendre de vos nouvelles. Oui, merci d'être là Merci. et de suivre le projet, monsieur. Oui. Oui. Bonjour, François Gravel, Rentrailles. J'aimerais savoir quel type de permis d'abattage qui a été donné à la compagnie qui a fait la coupe de bois à l'intersection du chemin Alfred Desrochers et du Rentrailles. C'est une coupe à blanc, là. Pas la liste. Vous avez des inquiétudes sur une coupe? Ben, il est trop tard, là. C'est fait, là. Il n'y a pas. Et là, on n'est pas au courant du tout. Au coin d'Alfred? Sur À l'intersection Alfred Desrochers puis Rentrailles, il y a une partie. Puis voisin de Paul Gilbert Excavation. Le voisin? C'est rosé, là. OK. Bon, mais M. Gravel, Parce que c'est pas couper un arbre, ça prend un permis. Là, c'est une coupe à blanc. La coupe que vous parlez, là, je l'ai bien en tête, là. C'est une plantation de pin rouge qui a été récoltée. OK? Mais là, pour savoir le type de permis, puis qu'est-ce qu'il y avait à faire dans cette zone-là, plan d'aménagement forestier, je vous inviterai à contacter directement le service. Ils vont pouvoir vous rendre la réponse. Ben, je restais sous l'impression, quand il y a des coupes à blanc, là, dans le milieu du bois, ils laissent des lisières. Oui, oui, oui. Ben là, c'est à la vue du chemin. Il n'y a pas resté rien, là. Il n'y a pas. Ben, merci. C'est ordinaire, là, comme pour un endroit qui est supposé être touristique, puis pour les paysages, ça fait cochon un peu. C'est pas. C'est ordinaire. Oui, oui, oui. Mais je vous invite à contacter le service de l'environnement pour savoir la nature du permis. Là, ils vont pouvoir vous définir pourquoi qu'une telle coupe était permise. Assurément, il y a un plan d'aménagement d'un ingénieur forestier qui vient avec tout ça. Là. Mais pour répondre à vos questions sur les bandes boisées qui devraient rester et tout, le service d'environnement devrait être en mesure de vous répondre. M. Brevet, je vais m'assurer que les choses se sont faites dans. Merci. Autre question dans la salle. Vous êtes 4 personnes, alors François Roberge. Si vous me permettez, Madame la mairesse, je ferai lecture d'une lettre, c'est à peu près 2 minutes, qui est une lettre d'appui au projet de centre multifonctionnel de la municipalité du canton d'Hartford, qui a été signée par les conseils d'administration des organisations S'unir,
Harford 3.0, Mon Livre, Service d'animation Harford et Société d'histoire du canton d'Harford. Depuis quelques années, plusieurs employés élus de la municipalité du canton d'Harford travaillent sur un projet d'aménagement d'un centre multifonctionnel. Le financement, les détails de conception et les démarches de consultation représentent une tâche imposante. Dans ce contexte, nous souhaitons exprimer notre appui à ce projet d'un lieu rassembleur pour la population d'Harford et notre désir qu'il puisse se réaliser le plus rapidement possible malgré les obstacles. Plus précisément, nous sommes des organismes sans but lucratif et des associations qui œuvrent déjà à Harford pour organiser des activités culturelles, sportives, communautaires et environnementales. Ces activités de formation, loisirs, rencontres, échanges et partage de services et d'expertise procurent de nombreux bénéfices à la population. Cela facilite le développement de réseaux, la diminution de l'isolement, le partage avec d'autres et le bien-être de la population. Ces services contribuent à sensibiliser et encourager les citoyens de tout âge à l'implication et à la cohésion sociale, à la réduction des impacts environnementaux, au développement personnel, ainsi qu'à l'autonomie et à la santé. Cependant, l'organisation d'activités diversifiées est limitée, principalement en raison du manque de locaux. De nombreuses tentatives visant à combler ces besoins ont été faites, mais force est de constater que les salles d'organismes privés ou publics sur le territoire sont inadéquates, trop onéreuses ou non disponibles. Cette situation freine le développement des activités de nos organismes à haut potentiel, mais dont les moyens financiers sont modestes. De plus, les locaux parfois utilisés sont souvent inappropriés pour les besoins de l'activité, qu'ils soient trop bruyants, trop petits, mal éclairés ou mal situés. En conséquence, la population d'Harford n'obtient pas les services qu'elle mérite et n'a pas de lieu stable de rassemblement. Des employés et bénévoles perdent du temps à chercher de nouveaux lieux et avertir les usagers. Des personnes à mobilité réduite n'ont pas accès et des participants finissent par abandonner les activités. Finalement, le changement fréquent de lieu génère de la confusion et entraîne des rendez-vous manqués pour les participants. Il est désormais essentiel de disposer d'un espace commun de rassemblement pour toute la population d'Harford, un lieu qui contribuera à renforcer la solidarité, à nourrir un sentiment d'appartenance et à améliorer la qualité de vie ainsi que l'épanouissement de l'ensemble de la communauté. Donc, les conseils d'administration de SUNY, Harford 3.0, Mon Livre, Service d'animation Harford et Société d'histoire du canton d'Harford vont, à partir de demain, diffuser cette lettre dans les médias aux députés et à toute personne qui pourrait être intéressée d'avoir cette information. Et si vous voulez, je vais vous en déposer aussi une copie. Tout à fait. Bien, écoutez, voilà. Franchement, M. Robert, c'est d'abord très complet comme information, très instructif. C'est clair qu'on reçoit avec intérêt, puis on souligne tout le travail que vous faites, les différents bénévoles au sein des conseils d'administration. C'est pour nous, ça fait toute une différence. On va se sentir plusieurs personnes qui sont mobilisées puis engagées dans la communauté. Effectivement, je pense que le conseil municipal, depuis quelques années, est au clair avec les besoins. Donc, on reçoit, écoutez, merci beaucoup de cette lettre. C'était principalement parce que certaines personnes laissaient entendre qu'il y avait des locaux à Harford disponibles. Oui, il y a un peu de confusion. Il y a beaucoup de locaux, effectivement, mais ils ne sont pas disponibles. C'est juste ça qu'on voulait clarifier. C'est très clair. Merci. Merci à vous. Bien. Alors, dans la salle, il n'y a pas d'autres questions. Ça nous amène en ligne. Donc, quelques personnes, s'il y a des gens qui veulent lever la main pour exprimer leur souhait de poser une question. Sinon, nous irions de l'avant avec notre ordre du jour et un emploi pour en fin de séance. Alors, c'est parti. Merci. Ça nous amène à 2.3. Donc, effectivement, Mme Javelin, oui, je suis prête. Là où j'ai laissé tantôt. Bonsoir tout le monde. Donc, ça concerne une régularisation des titres de propriété de la municipalité du canton d'Harford. Donc, ça concerne 2 lots. Une partie du chemin de la Chaîne des Lacs, le lot 3 570 091, et une partie du chemin dépôt à l'embranchement du chemin du Lynx, qui est le lot numéro 3 576 561, donc du cadastre du Québec, circonscription foncière de Sherbrooke. Aujourd'hui, la municipalité n'a aucun titre de propriété sur ces lots.
Et d'après l'article 112 de la loi sur les compétences municipales, il est prévu que toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans devient la propriété de la municipalité locale dès que sont accomplies donc sur les conditions suivantes. Aucune taxe ne doit avoir été prélevée par la municipalité au cours des 10 dernières années, c'est les voies visées, donc les deux dont je viens de parler. La municipalité approuve par voie de résolution la désignation cadastrale lorsque son assiette correspond à celle à celle d'un ou plusieurs lots entiers du cadastre en vigueur. La municipalité fait publier 2 fois dans un journal diffusé sur son territoire un avis à cet effet. Et la municipalité publie au registre foncier une déclaration selon laquelle ces formalités sont remplies. Donc, la municipalité considère qu'il est important de régulariser ces titres de propriété. Tout droit relatif à la propriété de ces chemins auxquels un tiers pourrait prétendre se prescrit 3 ans à compter de la 2e publication de l'avis public au sujet de la procédure. Donc, je propose que le Conseil se prévale de l'article 72 sur les compétences et donc devient officiellement propriétaire d'une partie du chemin de la Chaîne des Lacs avec le lot que j'avais mentionné. Et le deuxième point, c'est la même chose pour la deuxième section qui est l'embranchement chemin du Lac et chemin du Lynx, et chemin des Lacs. Donc, je propose que le Conseil autorise la greffière à accomplir toutes les formalités nécessaires afin que ces 2 parties de chemin deviennent la propriété de la municipalité en bonne et due forme et à signer tout document requis à cette fin dont la déclaration a été publiée au registre foncier. Merci beaucoup, Mme Germain. J'invite Mme Blais à prendre la parole. Oui. Le prochain point concerne une demande de financement de la municipalité au Fonds des régions et ruralités de la MRC-Memphremagog. Donc, suite à l'exercice d'élaboration du plan directeur des parcs et espaces verts, la municipalité souhaite améliorer l'offre d'infrastructures de loisirs dans le secteur nord de la municipalité. Que le parc de l'Érablière a été sélectionné pour l'ajout de modules de jeux d'enfants, considérant qu'il est souhaité que les locaux de l'ancienne caserne d'incendie, qui est située au parc de l'Érablière ou pas très loin, soient reconvertis en fonction des loisirs et d'activités communautaires afin d'en faire bénéficier la population, considérant que la municipalité peut présenter un projet dans le cadre du Fonds Région et Ruralité de la MRC-Memphremagog afin d'obtenir une subvention, considérant que la municipalité doit adopter une résolution confirmant cette demande. Donc, je propose de confirmer la présentation d'une demande de subvention pour un montant de 100 000 $ à la MRC-Memphremagog dans le cadre du fonds du FRR, dont le coût pour la municipalité est de 200 000 et que la résolution 2025-01-357, qui est adoptée à la séance précédente, soit remplacée par la résolution que je viens de lire et que la municipalité autorise le directeur général ou en son absence, la greffière à signer le formulaire requis. Merci beaucoup, Mme Blais. Là, on va M. Brisson nous présenter le prochain point. Alors, concernant des lettres d'entente convenues avec le syndicat des employés de la municipalité, en considérant que le conseil municipal a officialisé la fermeture des bureaux de la mairie à midi tous les vendredis depuis mai 2024, considérant que la municipalité a négocié de nouvelles conditions de travail afin de favoriser la rétention et l'attraction du personnel, les dites conditions en question étant à la fois pour les employés du bureau et pour les cols bleus. L'horaire d'été, l'horaire estival ne sera plus un horaire estival, mais va devenir l'horaire régulier à l'année. Il y a eu également des ajustements au niveau des différentes classifications et fonctions des employés au niveau salarial. Il y a eu également un ajustement au niveau des salaires eux-mêmes, ainsi que les indexations annuelles. Alors, en conséquence, je propose d'autoriser la mairesse et le directeur général à signer les 3 lettres d'entente, soit une en regard de l'horaire de travail du service d'entretien de la voirie des parcs, une en regard de l'horaire de travail des services administratifs, des infrastructures, de l'urbanisme et de l'environnement, et la dernière en regard de la classification des employés et des salaires, à intervenir entre la municipalité et l'Union des employés de services, section locale 800, jointe à la présente résolution, comme ci au long reproduit. Merci beaucoup, M. Brisson. J'aimerais intervenir là-dessus. Oui. Alors, écoutez,
Je vais préciser que ces 3 lettres-là sont un mouvement important pour le personnel. On parle ici d'un budget de 180 000 qui est dédié à ces 3 lettres pour les mettre en vigueur de façon récurrente d'ailleurs. C'est important. Je veux aussi dire que depuis plusieurs années, le conseil aussi, pas trop au nom du conseil, je vais parler de plusieurs élus du conseil. Oui. Demande aussi que les relations entre le personnel et les citoyens soient plus harmonieuses, plus une relation d'aide qu'une relation de contrainte. Puis, je pense que le conseil est en attente là aussi avec son personnel que ça se passe. On travaille aussi sur un système de suivi des plaintes et requêtes pour que les citoyens soient traités au niveau de leurs plaintes et requêtes et que le conseil en soit informé pour qu'il puisse faire un suivi là-dessus. Alors, écoutez, j'avais demandé à l'administration d'avoir un suivi de ces objectifs-là. Est-ce que le fait de faire des ententes avec notre personnel pouvait améliorer ça? J'attends quand même un suivi. Je reste positif. Alors, écoutez, j'avais quand même dit que je pourrais questionner davantage ces lettres d'entente, mais je me rallie et je vais les voter pour, Madame la mairesse. Merci. Madame la mairesse. Bien sûr. Alors, effectivement, sur cette entente-là, c'est une entente qui est importante au niveau de la rétention de notre personnel, bien sûr, et au niveau de la reconnaissance du travail qui est fait. En ce qui nous concerne, les employés de la municipalité, c'est des gens qui sont compétents et dévoués. Ça, il n'est pas question de remettre ça en question. Par contre, ce qu'on espère suite à ces ententes-là, c'est une modification, une légère modification au niveau des mandats pour que les gens travaillent. Oui, il faut appliquer les règlements municipaux, ça c'est très, très clair, mais ils travaillent aussi dans une optique d'aide et d'accompagnement des citoyens dans les démarches qu'implique leur projet. Donc, alors on pense que c'est une base là, pour continuer les démarches dans ce sens-là, pour améliorer encore le service aux citoyens qui est déjà, selon nos informations, très bon. Oui, en effet, ben merci. Je pense que toute l'approche d'accompagnement, c'est un grand défi, puis c'est des choses qui ont des postures qui ont déjà existé, qui sont peut-être moins d'actualité, mais en même temps, au niveau des formations, mais en même temps d'actualité dans le sens que les choses sont rendues tellement complexes et donc c'est clair que cette posture-là est souhaitée, est déjà au rendez-vous, mais merci donc avec cette intention. D'autres personnes souhaitent prendre la parole? Oui, j'avoue que je suis un peu quoi, dans le sens que ce que j'ai entendu de mes collègues, il me semble que c'était dans un huis clos. Il y a des choses qui ne sont pas, qui sont confidentielles à ce niveau-là. Ouais. Quand on discute ressources humaines, donc j'avoue être très dubitative sur notre code d'éthique. Mm-hmm. Bon, d'autres interventions? OK. Alors, donc, M. Lauzon, vous avez la parole pour le point 2.6. Merci. Alors, il s'agit d'une embauche d'un agent d'aménagement du territoire. Considérant que la municipalité a embauché en 2023 un salarié temporaire afin d'occuper la fonction de technicien d'aménagement du territoire au service de l'organisme, et ce pour une durée de 24 mois. Considérant le mandat du poste temporaire de technicien d'aménagement arrivera à échéance en 2025, considérant que la municipalité souhaite transformer ce poste temporaire en poste permanent, considérant un appel de candidature a été réalisé à l'interne au mois de janvier dernier, considérant le processus de sélection a été complété avec succès, et les recommandations positives de notre ancien directeur général adjoint, je propose d'embaucher M. Jordan Lavie à titre d'agent à l'aménagement du territoire dans un poste régulier et permanent au service de l'urbanisme selon la classe E, échelon 2, à compter du 5 mars 2025. De l'échelon 3, pardon, conformément à la convention collective en vigueur, je ne sais pas pourquoi il y a l'échelon 2 et l'échelon 3. L'échelon 2 actuellement, et le 5 mars. Ça va? Merci. Alors, la date d'entrée en fonction sera en vigueur depuis le 5 septembre 2020. Voilà. Merci, M. Lauzon. Passons à 3.1 avec M. Bousquet. Je m'excuse, on me dit qu'on entend mal sur Zoom. Plusieurs personnes m'envoient ce message. OK, on va
Tout le monde rehausser le ton. Pom, pom, pom. Merci, désolé de cet inconvénient. On va faire les efforts. Pour tout le monde? Bien? Monsieur Bousquet, Parfait. à vous. 3.1. Je propose, Mme la mairesse, d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 293 374,41 en date du 31 janvier 2025. Merci beaucoup. J'invite la conseillère Diane Boivin pour nous présenter le prochain point. Oui, Quatre bonsoir points. tout le monde. Bien, en réponse à l'intervention de Mme Javela et suite aux commentaires des deux précédents conseillers, je dois dire que j'appuie leur façon de procéder. Je ne crois pas qu'il s'agisse là de dévoiler le contenu d'un huis clos. Je pense que c'est en réponse et en lien direct avec la résolution qui a été présentée. Il y a des préoccupations continues, récurrentes depuis de nombreuses années à l'effet que les citoyens ne soient pas si satisfaits que ça. Et ça prouve que le Conseil se préoccupe de ces préoccupations-là. Ça fait préoccupant, en effet. Mais oui, je pense que c'est le droit de l'élu de manifester des points qui sont préoccupants et traités à l'intérieur du Conseil, sans que ce soit une révélation du contenu du huis clos. Alors, je passe à mon point de résolution ce soir. Considérant que la requérante, Mme Marie-Luz Lousse Boulay, souhaite aménager une allée de stationnement à un endroit sur le lot 4 811 771, zone RL 171, où la pente du terrain est supérieure à 15 %, que le projet est assujetti au règlement numéro 955 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, des pentes de terrain de 15 à 30 %, que ce même règlement vise à limiter les impacts des travaux, des ouvrages et des constructions sur l'environnement et à assurer une intervention de qualité pour le maintien et le respect des milieux naturels, tout en permettant une occupation des lieux. Que la pente du terrain à l'emplacement ciblé par les travaux projetés est d'au plus 28,4 %, que la majeure partie des travaux sera réalisée à un endroit où la pente du terrain est faible, moins de 15 %, que l'intervention prévue à l'emplacement où la pente du terrain excède 15 % est mineure, plus ou moins 6 par 8 mètres, que le terrain n'est pas riverain au lac, que de façon générale, le tracé de l'allée de stationnement est planifié de manière à suivre la pente du terrain, ce qui limite l'étendue des travaux à l'endroit où la pente du terrain est forte. Que le patron d'écoulement des eaux de surface sur le site n'est pas modifié, que le tracé de l'allée de stationnement vise à accéder à un plateau, pente faible du terrain, afin de favoriser la planification d'un projet de construction d'un bâtiment principal à cet emplacement, hors milieu humide et de pente forte du terrain, qu'un certificat d'autorisation fut délivré en 2010 par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, MDDEP, à propos d'interventions dans le milieu humide, dans le cadre de la planification de la première phase de développement du chemin des Osmondes, que le comité consultatif CCU et le conseil municipal ont étudié la demande en fonction des critères et des objectifs applicables de la réglementation en vigueur, de la propriété concernée, de l'autorisation délivrée par le MDDEP et de la réglementation régionale sur les milieux humides et du projet d'aménagement, que le CCU et le conseil municipal estiment que le projet respecte les objectifs et critères du règlement numéro 955 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'approuver le présent projet de PIA, considérant que les membres du conseil ont pris acte de la recommandation du comité, je propose d'approuver le présent projet de PIA concernant des travaux d'aménagement d'une allée de stationnement prévue à un endroit où la pente du terrain est d'au plus
2,4 le tout pour la propriété adjacente au chemin Simoneau et des Ossements, tel que précisé précédemment. De faire parvenir la présente résolution à Mme Marie-Luce Goulet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Passons maintenant au prochain point, à 4.2. Donc, j'invite la conseillère Martine Javela à prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est une deuxième demande de PIA qui a été soumise par M. Denis Vigneault au lot numéro 3 787 599, qui est situé au 2478 du 13e rang. Donc, c'est une demande de permis de construction d'un bâtiment accessoire détaché, soit un garage, prévu sur sa propriété. Et à cet endroit-là, le projet, il y a un PIA qui est un projet concernant, excusez-moi, le PIA encadre la vue panoramique du 13e rang. Donc, pour s'assurer du caractère ouvert des prairies, des vues d'intérêt vers le mont Orfeuille et de cohabiter avec l'affectation agricole de façon à ne pas dénaturer l'esprit de cette dernière. Étant donné que le bâtiment est prévu à plus de 30 mètres de l'emprise du 13e rang, le mont Orfeuille n'est pas visible à partir de cet endroit devant la propriété concernée, puisque la section ouest du terrain est largement boisée. Étant donné que les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment accessoire qui est projeté, incluant les couleurs, seront identiques ou similaires à ceux du bâtiment principal. Il n'y a pas d'arbre à l'emplacement où les travaux sont prévus. Le CCU a étudié la demande en fonction de tous ces critères-là. Et le CCU et le conseil municipal estiment que le projet respecte les objectifs du PIA dans cette zone. Donc, le CCU recommande au conseil municipal d'approuver le projet de PIA. Les membres du conseil ont pris acte de la recommandation du comité. Je propose d'approuver le présent projet de PIA concernant un projet de construction d'un garage pour le lot 3 787 599 et de faire parvenir la présente résolution à M. Denis. Merci beaucoup, Mme Javela, pour cette présentation. Donc, passons au prochain point avec la conseillère Maryse Blais. Il s'agit des contributions des fins de parc, terrains de jeu et espaces naturels. Comme vous savez, le règlement 951 de zonage et de lotissement permet au conseil d'exiger une contribution pour des fins de parc, de terrains de jeu, d'espaces naturels et d'espaces verts dans le cadre d'une demande de permis soit de lotissement ou de construction et qu'à ce moment, la superficie du terrain à céder doit être égale à la 10 de la superficie totale du terrain. Toutefois, au lieu d'exiger la cession d'un terrain, le conseil municipal peut exiger le versement d'une somme d'argent équivaut à 10 de la valeur du terrain ou une combinaison des deux. Considérant qu'il est préférable, selon les membres du conseil, d'exiger des contributions en tenant compte du terrain, des propriétés voisines, des objectifs du plan d'urbanisme et des caractéristiques naturelles des lieux, ainsi que des vocations et du potentiel du site. Donc, je propose d'exiger pour les projets de lotissement et de construction suivants, les contributions ci-après pour fin de parc, terrain de jeu, d'espace naturel. Pour le premier dossier, qui est les propriétaires Mme Barbara Fauteux et Denis Charbonnier, sur le chemin Simoneau, le lot de 4 812 026. On parle ici d'une contribution uniquement pour le 10 parce que le 15 ne s'applique pas. Il y a déjà un 5 qui a été versé. Donc, on exige une contribution en argent et pour le montant de 8 617,80 $, étant donné qu'il représente seulement 5 de la valeur du terrain qui est estimé à 172 356 $. Pour la seconde contribution, la compagnie 9197 6506 Québec Incorporé sur le chemin des Bûcherons. On parle ici d'une valeur de terrain de 742 400 $ et on exige la contribution de 10 en argent. Donc, on parle d'un montant de 74 240 $. Il s'agit d'un projet de lotissement pour faire 2 lots avec ce grand terrain-là. C'est un terrain quand même de plus de 62 000 mètres carrés. Vous pouvez le voir à l'écran, ce terrain-ci. Et un peu plus bas, on va voir le projet de lotissement qui est visé par le terrain. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci, Mme Blais. Alors, j'invite M. Lauzon à nous présenter le prochain point à l'ordre du jour. Conformément au budget voté en décembre dernier, au montant, j'espère?
Oui, merci. Alors, je propose une modification à la politique de soutien financier à l'action environnementale des organismes du milieu. Donc, considérant que la municipalité a modifié son budget pour intégrer un nouveau montant, je propose de modifier, mon Dieu, je vais couper un peu court, en modifiant en remplacement à la deuxième plus de l'article 7, subvention accordée, le montant de 25 000 devient le montant de 30 000 Donc, on augmente la capacité pour une association de venir chercher 30 000 au lieu de 25 000 dans la mesure où c'est pour contrôler des plantes envahissantes, organismes envahissants. Ça s'applique au niveau des lacs sur Floride. Merci, M. Lauzon. Passons maintenant. Ça va? Exotique. Les pour les intimes. Ça va? Merci. Donc, passons à voirie et infrastructure de mandat, premier mandat. Donc, j'invite M. Bousquet à prendre la parole pour cette. Merci. Cette résolution vise à donner un mandat de nivelage des rues dans les secteurs nord et sud de la municipalité pour l'année 2025. Considérant que la municipalité désire faire effectuer le nivelage des rues et des chemins d'une longueur totale de 37,9 km pour le secteur nord et de 25,7 km pour le secteur sud, considérant que plusieurs entreprises situées dans les environnements ont le potentiel d'effectuer les travaux. Considérant aussi que les entreprises sélectionnées devront charger un taux horaire égal ou inférieur au taux de location de machinerie lourde avec opérateurs et équipements divers du ministère des Transports du Québec, considérant le règlement 966 de la gestion contractuelle de la municipalité du canton d'Orford, je propose d'autoriser le contremaître au service d'entretien de la voirie et des parcs à dépenser un montant maximum de 80 483 toutes taxes incluses, afin de procéder au nivelage sur une base horaire des rues et des chemins dans le secteur nord et sud de la municipalité, montant est appuyé à même le fonds général. J'aimerais juste justifier que c'est la même procédure qu'on a utilisée en 2024. C'est seulement un ajustement de montant, mais c'était la même chose. Le nouveau contrat. Merci. Merci, M. Bousquet. Alors, M. Brisson, à vous pour le 6.2. Alors, ça concerne le remplacement du panneau de contrôle du poste de surpression Roitelet. Alors, considérant que la municipalité désire remplacer le panneau de contrôle en question afin de permettre l'alternance des pompes et d'y ajouter une pompe à vitesse variable, considérant que les travaux comprennent le remplacement complet du panneau de contrôle, l'ajout d'un variateur de fréquence, le remplacement d'une pompe avec un nouveau moteur et l'installation de la programmation, considérant la soumission de l'entreprise des pompes Air Fontaine et considérant le règlement 966 sur la gestion contractuelle, je propose de mandater l'entreprise des pompes Air Fontaine afin de procéder au remplacement du panneau de contrôle du poste de surpression Roitelet et d'y ajouter une pompe à vitesse variable, tout tel que décrit à la soumission en date du 11 novembre 2024, pour un montant de 18 535 taxes incluses, montant puisé à même la réserve financière pour l'eau potable. Merci, M. Brisson. Alors, ça nous amène à sécurité publique, donc 2 résolutions ce soir. Donc, j'invite la conseillère Diane Boivin à prendre la parole pour nous les présenter. Oui. Considérant que la municipalité désire se départir du camion autopompe de marque Freightliner modèle FM2 de l'année 2007, portant le numéro de série 1FVACYD J67 HY88072, considérant l'offre de la régie incendie Memphremagog Est, considérant le règlement numéro 966 sur la gestion contractuelle des municipalités du canton d'Orford, je propose de vendre à la régie incendie Memphremagog Est le camion autopompe nommé précédemment, portant le numéro de série précisé plus haut, pour un montant de 56 337,75 toutes taxes incluses, d'autoriser la greffière à signer tout document pouvant donner effet à la présente résolution. Merci. Alors, continuons avec la prochaine résolution, si vous le voulez bien. Bon. Considérant que le 15 décembre 2024, la municipalité du canton d'Orford mettait fin à son service d'incendie secteur nord, considérant que la municipalité désire se départir de la camionnette de marque Ford modèle
350 de l'année 2007, portant numéro de série 1FTWW31P47EB37347, considérant l'offre de la municipalité de Compton, considérant le règlement numéro 966 sur la gestion contractuelle de la municipalité du canton d'Hartford, je propose de vendre à la municipalité de Compton la camionnette Ford modèle F350 année 2007, nommée précédemment, pour un montant de 22 995 $, toutes taxes incluses. D'autoriser la greffière à signer tout document pouvant donner effet à la présente résolution. Si vous permettez, Madame la mairesse. Oui. Dans la résolution que là, je ne vois plus, malheureusement, on parlait de service d'incendie secteur nord. Je ne sais pas si c'est une coquille. Oui. Je pense que c'est le service d'incendie dans sa totalité de la municipalité, non pas uniquement mettre fin à son service d'incendie secteur nord. Merci. Ça va être corrigé, Mme la greffière? Oui, effectivement. Merci beaucoup. Très juste. Alors, comme si notre dernière séance était il y a 2 semaines, hein, il y a moins de points à l'ordre du jour, donc on n'a pas d'avis de motion et de projet de règlement ce soir. Ça nous amène à la période de questions sur des sujets qui ont pu être traités ce soir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui souhaitent prendre la parole. Vous êtes les bienvenus, les 4 courageux ce soir. Et en ligne, s'il y a des personnes qui ont des questions. Sinon, je vois pas de signe. Alors, on saura se reprendre parce que la prochaine séance va avoir lieu le 3 mars prochain. Alors, bien, je vous remercie de votre présence, de votre participation. Et puis, je prendrai une proposition pour la levée de cette séance du Conseil municipal d'Hartford. Oui, je propose de lever l'Assemblée. Merci beaucoup, Mme à tous Javla. d'être venus. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, M. Mondel.